on se retrouve actuellement avec une pénurie assez incroyable de main-d'œuvre, soit parce qu'il y a des gens à la suite de la pandémie qui ont dit c'est trop difficile, c'est un milieu trop difficile, donc on change de profession, ou alors ils se sont déplacés vers les secteurs les plus lucratifs de la profession, donc ça laisse plusieurs organismes avec des problèmes de main-d'œuvre. À une époque de changement important, il est essentiel de posséder des compétences appropriées et contemporaines pour réussir à gérer les organismes du secteur culturel au Canada. Mais quelles sont ces compétences et où peut-on les obtenir? Welcome to the 5th episode of At the Mic, which is offered for you en français. Bonjour et bienvenue au 5e épisode de Au Micro, une balado qui vous est présentée par l'Association des consultants canadiens en art, l'Association professionnelle nationale de consultants qualifiés dans le domaine artistique au Canada. Dans cette édition d'Au Micro, nous vous proposons une conversation sur ces compétences essentielles et les endroits où les apprendre. Notre invité, André Courchaine, et la modératrice Jane Needles partagent avec vous un peu de leur sagesse. L'association remercie le Conseil des arts du Canada pour son soutien à cette série de balados. Et maintenant, voici André Courchaine et Jane Needles. Je me présente, je suis Jane Needles, gestionnaire des organismes culturels, professeur, mentor, consultant et secrétaire du conseil d'administration du Consultant canadien en art. Aujourd'hui, on discute un sujet profond avec André Courchaine, chaire de programme Carmel et Rémi Marcoux en gestion des organismes culturels au HEC, École des hautes études commerciales, Montréal, l'enseignement de la gestion des organismes culturels. André Courchaine est gestionnaire de la direction du secteur culturel avec 15 ans d'expérience dans la fonction publique et 12 ans dans le milieu professionnel au théâtre. André Courchaine a complété son doctorat en marketing de la culture. Il enseigne à HEC Montréal et offre de la consultation en politique culturelle. Ses spécialités, ce sont l'éducation artistique, développement et engagement des publics, gestion de données et de l'information, évaluation et étalonnage, gestion des festivals et des événements, gestion générale et opérationnelle, rédaction des propositions et des subventions, marketing, médias sociaux et communication, planification culturelle municipale, minorité de langue officielle, changement organisationnel, présentation et production, gestion de projet, participation publique, engagement et consultation, politique publique, recherche, planification stratégique. Ouf! Bonjour André! Bonjour! Alors, je fais pas tout ça là à tout moment là. Maintenant, je me concentre surtout sur les politiques culturelles et le marketing culturel. Donc, c'est mes deux champs d'expertise. Bon, et c'est fantastique. On se connaît depuis quoi, 40 ans et plus, au moins, et on travaille ensemble. Moi, je suis une finissante de HEC il y a longtemps, mais quand même, j'ai appris beaucoup. Alors, on commence par la grande question, André. C'est quoi le manque dans l'enseignement de gestion des organismes culturels? Alors, je vais juste faire peut-être un petit historique. Quand on a commencé, enfin, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de cours qui se donnaient, ni à HEC, ni ailleurs au Canada. Il y avait peut-être des facultés qui donnaient au niveau des collèges, mais au niveau des universités, il n'y avait pas de formation. Donc, je suis allé à l'étranger pour recevoir ma formation, je suis revenu. Et donc, au cours des années 80, il y a plusieurs universités et collèges qui ont lancé ces programmes de formation des gestionnaires culturels. Et donc, ça fait 30 ans donc HEC offre cette formation-là. Et ça a été, si on veut, en parallèle
avec la croissance des organismes culturels, la croissance du milieu culturel au cours de ces 30 dernières années. Ce qui est fantastique, c'est que HEC, mais aussi d'autres universités dans différentes provinces, d'autres collèges offrent ces cours-là. Et elles permettent de donner vraiment une formation de base en administration à tous ceux qui s'intéressent aux arts et à la culture. Donc, on part avec un niveau beaucoup plus grand donc de connaissances. Donc, conséquemment, il y a beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins d'échecs chez les petits organismes culturels. Et ça a vraiment réussi à consolider tout un secteur. Donc, le secteur dont on parle, là, c'est à peu près, à travers le Canada, il y a à peu près 2000 organismes de tout ordre qui reçoivent un soutien du Conseil des arts du Canada. Et il y en a un autre 2000. On pense là aux festivals, aux gens qui sont dans le domaine de la chanson, aux gens qui sont dans le domaine du film, de la télévision, qui sont soutenus par Patrimoine canadien. Donc, au total, on arrive probablement autour de 4000 organismes culturels de toute taille qui ont besoin de gestionnaires culturels pour fonctionner. Alors, les universités permettent donc de transmettre cette formation-là et donc assurent le succès de tous ces organismes qui fonctionnent dans la création, la diffusion ou l'exportation de nos œuvres d'art. Alors, Jane, tu me disais, bon, c'est un système qui s'est construit sur 30 ans, il y a eu plusieurs accomplissements, mais il y a encore des défis à relever, et j'en ai identifié 3. Le premier défi, c'est que à la suite de la pandémie, on fait face actuellement à une pénurie de main-d'œuvre incroyable dans le milieu des arts. Et cette pénurie de main-d'œuvre vient du fait que pendant la pandémie, il y a plusieurs organismes qui ont arrêté de fonctionner, mais les subventions du gouvernement ont permis de les garder en vie. Mais pendant ce temps-là, plusieurs personnes ont décidé de quitter le milieu culturel ou de se déplacer, par exemple, d'un secteur des petits organismes vers des moyens ou des grands organismes. On a vu, par exemple, les techniciens des arts de la scène bouger vers la radio-télévision parce qu'il y avait beaucoup plus de production pendant la pandémie et les salaires étaient meilleurs. Donc, on se retrouve actuellement avec une pénurie assez incroyable de main-d'œuvre, soit parce qu'il y a des gens à la suite de la pandémie qui ont dit « c'est trop difficile, c'est un milieu trop difficile, c'était déjà difficile, mais là, c'est trop difficile ». Donc, on change de profession. Ou alors, ils se sont déplacés vers les secteurs les plus lucratifs de la profession. Donc, ça laisse plusieurs organismes avec des problèmes de main-d'œuvre. Donc, à mon avis, ça, c'est le problème le plus urgent auquel on fait face. Et la conséquence de ça, comme le taux de chômage est très bas, il y a beaucoup de gens qui décident d'aller travailler directement sans avoir une formation de base, par exemple, en gestion ou en administration. Alors, ça nous met au défi d'aller chercher à nouveau cette clientèle et de faire valoir l'importance de la gestion dans la vie et les succès des organismes culturels. Donc, ça, ce serait mon premier défi auquel on fait face actuellement. Le deuxième défi, c'est que pendant la pandémie, nos publics ont changé leurs habitudes de consommation culturelle. Donc, ils regardent plus de télévision, ils regardent plus les plateformes numériques, ils lisent plus de livres, ce qui est tout à fait louable, mais ils ont délaissé les musées, ils ont délaissé les cinémas en salle, ils ont délaissé les salles de spectacle. Alors, ça nous pose un défi de comment reconquérir ce public-là. Alors là aussi, on a de l'expertise disponible et il faut
que cette expertise-là serve aux jeunes gestionnaires pour les aider à reconquérir le public qui nous a quittés. Et troisième défi, pendant cette pandémie, donc il y a toutes sortes de changements qui se sont mis en place avec le télétravail, qui est maintenant installé comme une pratique normale, avec la consommation des arts à distance. Donc, nous-mêmes, dans notre enseignement, il faut s'adapter à ces changements-là. Donc, ce qu'on risque de voir avec le télétravail, c'est que toutes les institutions, les organismes qui sont situés au centre-ville, dans les grandes villes, vont probablement avoir plus de difficultés à rejoindre le public parce que les travailleurs sont de plus en plus chez eux une bonne partie de la semaine et vont consommer la culture, donc près de chez eux plutôt qu'au centre-ville. Alors, on a un défi là d'adaptation aux nouveaux modes de consommation culturelle et nous, il faut intégrer ça dans notre enseignement. 3 gros défis. On commence avec le pénurie de travail, des travailleurs, je veux dire. Et aussi, une autre chose à rajouter à ça, ceux qui restent sont vraiment sur le bord de burn-out. Et là, je connais 3 organismes déjà ici à Montréal même, sans direction générale ou presque sans direction générale, à cause que ces gens-là sont tellement fatigués, épuisés, avec toute la pression qui est sur leur tête pour travailler avec les résultats du COVID, les résultats des salles qui manquent, les assistances. Et aussi la pression qui est mise par les subventionneurs de produire. Et on n'a pas l'équipe à produire avec. Alors, il faut réinventer le roue, je pense. Ça, c'est une chose pour moi que je trouve. Et Compétences Culture, il en parle beaucoup de ça. Alors, dans l'enseignement de gestion des organismes culturels, il faut rajouter une autre branche. Comment est-ce que on survive dans la santé mentale pour continuer dans notre travail et en même temps gagner une vie qui est plus abordable que ce qu'on gagne maintenant. Apparemment, il y a un chiffre qui est sorti récemment. Le salaire par heure moyen par les gens dans le métier, c'est vers $18 à l'heure. Donc, comparaison dans les autres professions, c'est entre 35 et 40 minimum. Alors, le double de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste dans les arts? On aime les arts. Oui, c'est vrai. Mais il y a un point, là. Il faut trouver une façon de donner la capacité pour les gens qui sont dans la gestion des organismes culturels. La façon de vivre, la façon de comprendre la santé mentale. Et c'est quoi qu'on va attendre dans le futur. Alors, c'est une des choses qui manque. Tu as absolument raison. Alors, dans ce défi-là de ressources humaines, il y a, un manque de main-d'œuvre, comme on en a parlé, mais il y a aussi tous les défis de gestion qui viennent avec le fait de gérer des nouvelles situations. Et on sait que les organismes culturels, pendant la pandémie, il y a eu des périodes où on leur disait, vous allez ouvrir, ensuite il fallait fermer, ensuite ouvrir et fermer. Ça a demandé beaucoup d'adaptation. Et je comprends pourquoi les gens sont fatigués, parce que ça a été très long comme pandémie. Là, maintenant, on est en train de revenir à la normale. Et on s'aperçoit qu'il faut réengager des nouvelles personnes, former cette nouvelle personne-là. Fait qu'il y a des défis très, très spéciaux au niveau de la gestion des ressources humaines. Puis je pense que ça demande une adaptation de nos cours pour répondre à ces défis-là, comme tu le disais. Une autre chose, André, juste en parlant de ça, de trouver une autre façon d'enseigner les jeunes. Ça, c'est les jeunes qui vont prendre la relève maintenant. Mais comment est-ce que toi et moi, on est habitués d'enseigner en personne, en classe? Comment est-ce qu'on
ont réussi d'avoir le même contact, le même impact sur les pensées, les discussions, l'évolution des gestionnaires de la future. Si on est en ligne, puis la caméra est bloquée, on ne sait pas s'ils sont même là, s'ils écoutent, s'ils dorment, s'ils sont en pyjama. C'est une autre chose, c'est une autre dimension à comprendre aussi. Parce que moi, j'ai essayé d'enseigner en ligne, puis je ne sais plus, à la fin d'un cours, d'une période d'1 heure et demie en ligne, je ne sais plus où est-ce que je suis, parce que personne me garde sur la caméra. Alors, je ne sais pas s'ils ont réussi de comprendre les concepts dont je parle. Alors, ça, c'est un autre défi. Exactement. Donc, nous, ce on a adopté à HEC, c'est le mode hybride. Donc là, maintenant, les cours sont revenus, si on veut, à la normale. On propose aux gens d'avoir, une semaine, une session en personne, la semaine suivante, une session à distance. Ça, c'est tout simplement pour refléter le fait que ces jeunes travailleurs culturels-là travaillent en partie en distance. Donc, ils viennent pas nécessairement toutes les semaines au centre-ville. Donc, ça, c'est pour les accommoder. Mais c'est aussi une façon pour nous de s'adapter et leur montrer comment se fait le travail à distance. Parce qu'eux-mêmes, par la suite, dans leur gestion des organismes culturels, il y a probablement une partie des gens qui vont être à distance, puis une partie des gens qui vont être sur place. Comment on gère ça? Comment on fixe la journée ou les 2 journées où tout le monde va être là pour faire les réunions d'équipe? Comment on gère les travailleurs à distance? C'est un défi qui est important de leur enseigner. Oui, et c'est un défi qui fait face à tout le monde qui enseigne la gestion des organismes culturels maintenant, d'un côté du pays à l'autre. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y a la HEC, il y a Queen's, il y a Bishop's, il y a l'Université de Toronto. Puis à part de ça, ce sont des certificats, pas des diplômes, c'est pas des gens qui ont vraiment besoin de faire un stage, par exemple, une pratique avec un organisme culturel qui vont leur donner 6 mois de pratique en place. C'est une autre dimension. Ça n'existait pas comme toi et moi. Quand toi et moi, on a commencé de travailler dans notre milieu, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on adapte maintenant à la réalité de la future? Les étudiants, ils ont besoin de connaître et comprendre le milieu d'affaires parce qu'on travaille avec des affaires. Ils ont besoin aussi de comprendre la situation délicate et profonde aussi. La gouvernance. Ça veut dire quoi, la gouvernance dans le futur? C'est pas comme c'était auparavant. Ça se peut pas. Alors, c'est comment est-ce qu'on adapte à ça et convaincre nos subventionnaires qu'on est capable de gérer nos finances comme il faut. En tout cas, je parle trop. L'entrevue est avec toi, pas moi. Non, c'est des vrais enjeux. Un autre enjeu auquel on fait face, et bon, ça c'est plus récent, c'est l'inflation. Et l'inflation des coûts nous amène, nous, les organismes culturels, à dire, nous-mêmes, il faut augmenter nos revenus pour être capable de faire concurrence là au niveau des salaires que l'on donne aux gens qui travaillent dans le secteur, mais aussi pour l'électricité, etc., les taxes et tout ce qui augmente. Mais on sait que le public, en tout cas le public des arts de la scène, le public des musées, le public des cinémas en salle, lui, il n'est pas encore totalement revenu. Là, ce qu'on nous dit, c'est on se retrouve entre 10 et 30% en dessous du niveau qu'on avait atteint en 2019 avant la pandémie. Donc, comment reconquérir ce public-là? Bien, évidemment, il faut leur offrir des prix de billets intéressants. Et donc, on est vraiment dans une situation difficile où on doit reconquérir un public, puis en même temps aller chercher des ressources pour donner des bons salaires à notre équipe. Alors, il y a vraiment un niveau de challenge là
qui est important, et c'est important donc de développer chez les jeunes gestionnaires la connaissance de multiples sources de financement. Oui, je pense aux levées de fonds, mais je pense à toutes d'autres manières pour aller chercher des fonds, pour être capable d'augmenter nos revenus et garder nos travailleurs dans les organismes culturels. Et aussi de faire de compréhension de l'importance de cette recherche. De pas juste écouter des gens qui sont ici au Canada, mais ailleurs, partout au monde. Moi, Wolf Brown, par exemple, qui fait des recherches sur l'assistance dans les salles, qui a travaillé pendant la pandémie. Et puis maintenant, la réalisation, oui, tu dis que c'est 10 à 30% plus bas que c'était auparavant de la pandémie. Mais ça risque d'être 2024 avant que ça même augmente vers 80-85% des gens qui reviennent, qui ont la confiance de revenir. Il y a les compagnies qui planifient leur spectacle en conséquence d'avoir les masques ou pas les masques. Que tout le salle soit masqué ou tout le salle soit pas masqué. Des petites choses, pas petites, mais des choses comme ça. Et toujours, c'est une question. Est-ce que ça va convaincre Madame X, Y, Z de revenir pour la matinée et le mercredi après-midi qu'elle a toujours assisté auparavant? Mais c'est pas évident que ça va être quelque chose. À l'extérieur, oui, on est tous là, on célèbre, mais l'été est très court ici, au Québec, Canada. C'est des choses de repenser comment est-ce qu'on vit avec la pandémie qui est permanente. On a le défi aussi de l'âge de nos publics. On sait que beaucoup dans les arts d'interprétation classique, il y a beaucoup du public qui est issu de la génération des baby boomers. Cette génération-là maintenant arrive à la retraite. Ce qui est intéressant parce que ça leur donne du temps et souvent ils vont avoir les moyens de fréquenter les arts. Mais leur crainte, comme tu le disais, c'est effectivement la COVID. Donc il faut les rassurer au plan de la COVID et on veut attirer un nouveau public. Donc, on a plusieurs défis différents et parfois contradictoires au niveau du public, au niveau de la façon de parler à ces nouveaux publics-là. Alors, ça demande des gestionnaires qui sont informés. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi les grandes tendances actuellement dans la consommation de la culture et voir comment ils peuvent s'adapter à différents segments du public pour les ramener vers des activités culturelles. Un autre défi aussi, André, je pense, c'est que il faut maintenant vraiment faire un focus, une concentration pour les jeunes de la relève, de savoir c'est quoi la culture. La culture est un art créatif. Et nous autres, comme gestionnaires, on a besoin aussi d'être créatifs. Mais on a besoin aussi d'être gestionnaire, de vraiment faire l'administration de l'argent, de le risk management et toutes les choses qui vont avec ça, mais de comprendre qu'on supporte une créativité. Alors, c'est un artiste qui fait la création d'une sculpture ou une peinture sur le mur ou faire une chante ou jouer la musique, etc. Mais comment est-ce qu'on peut encourager cet artiste de comprendre qu'on a besoin de savoir comment faire balancer notre chéquier, de savoir d'où ça vient de l'argent et de payer les taxes et des choses nécessaires comme ça pour survivre sans que on brise l'art, on brise pas la créativité. Alors, c'est une autre balance qu'il faut trouver. Exactement, parce que comme tu le sais, bon, il y a une partie des gens qui suivent nos cours, une partie importante qui viennent du milieu artistique. Donc, des gens qui ont été artistes ou producteurs ou qui ont été régisseurs, etc., etc. Et là, ils viennent suivre des cours d'administration pour devenir des gestionnaires culturels. Alors, donc, ils connaissent déjà le milieu. Donc, ça, c'est un atout.
mais là, il leur faut apprendre des notions de gestion. L'autre partie de nos étudiantes sont des gens qui ont peu d'expérience, mais peuvent avoir un bac en musique ou un bac en théâtre, conservatoire, l'École nationale de théâtre, etc., etc. Et donc, ces gens-là qui ont peu d'expérience pratique, on doit incorporer, par exemple, des stages, incorporer des liens avec le milieu dans les travaux qu'ils doivent faire, par exemple, pour nos cours, de façon à ce qu'ils soient en contact avec la pratique actuelle. Et de faire comprendre que c'est pas un luxe, c'est une nécessité, qui comprennent que les arts se sont devenus maintenant une chose de business, une affaire. C'est vraiment comment ça, c'est comme ça que les subventionneurs nous supportent et on est responsable à le public purse, l'argent public. Alors comment est-ce qu'on balance les deux, enfin? Donc, c'est pour ça que il faut développer une offre de cours et de séminaires qui correspond à ces différents besoins-là, parce qu'on ne pourra pas tout couvrir dans les cours principaux. Alors, à HEC, on a développé donc des séminaires spécialisés. Donc, ce que ça veut dire donner de la formation, mais vraiment sur un sujet très pointu aux gens qui sont déjà dans la pratique pour leur permettre d'apprendre et de se mettre à niveau avec les pratiques contemporaines. Oui, les cours spécialisés, je suis tout à fait d'accord, c'est nécessaire. Mais de base, pour les jeunes qui veulent entrer dans la gestion des organismes culturels, il faut avoir des cours de base. Ça veut dire d'où ça vient de l'argent. Pourquoi est-ce que ça vient de l'argent? C'est quoi une demande de subvention? C'est quoi un conseil d'administration? C'est quoi la gouvernance? Alors ça, c'est des choses de base qu'on a besoin au niveau à l'entrée dans la gestion des organismes culturels. Et c'est pas nécessairement ça qui est là, mais on devrait faire un focus, je pense, beaucoup plus sur ça pour l'instant, pour quand on arrive au HEC avec les cours très spécialisés, de comprendre d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est devenu. Le marketing, par exemple. Le marketing, quand moi j'ai commencé dans la gestion, c'était je suis capable de mettre une annonce dans le journal. OK, bravo. Ça, c'est le marketing. C'est beaucoup plus que ça. Alors maintenant, chez le HEC, il y a des cours spécifiquement des PhD, des doctorats même, en marketing. Toi, t'en as un. Toi-même. Alors il faut réévaluer qu'est-ce qui est donné et quand et à qui. Exactement. Donc, ça nous demande, nous, aux universités, de s'adapter continuellement à poursuivre les pratiques du milieu, mais s'adapter aussi aux besoins des jeunes, la façon dont ils veulent recevoir l'information. Donc, la façon d'enseigner change. Beaucoup moins de cours magistraux, là, où on parle pendant 3 heures de temps, et beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de contact avec le milieu professionnel, de travaux qui se font dans le milieu professionnel, d'invitation aussi de gestionnaires du milieu traditionnel, du milieu professionnel en classe. Alors, on change continuellement nos méthodes d'enseignement pour correspondre aux façons qu'ont les jeunes maintenant d'absorber des nouveaux acquis. Oui, exactement. Et que dans les universités qui se communiquent entre eux-mêmes, quand ils donnent un cours quelque chose dans une université, de parler avec les autres pour être sûr qu'on est tous sur le même niveau, la même trajectory, pour comprendre qu'on est tous, on va dans la même direction. Puis une fois qu'ils entrent dans le marché du travail, ben il faut continuer à écouter leurs besoins. Alors c'est pour ça que par exemple à HEC, puis tu le connais, c'est notre programme de mentorat. Donc c'est pour des jeunes gestionnaires qui sont sur le marché du travail et bon, ils apprennent à faire la job, mais au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'ils sont souvent isolés
dans leur organisme. Et le programme de mentorat leur permet de contacter quelqu'un qui est plus âgé, qui a plus d'expérience, puis de parler de leurs problèmes avec cette personne-là. Donc, on s'aperçoit que la formation, là, c'est plus comme c'était avant, là, le diplôme en 1 an ou 2 ans, mais maintenant, ça devient une pratique qui doit s'installer là, tout au cours de la vie professionnelle. Moi, je fais beaucoup de mentorat moi-même et toi aussi. Mais c'est de là que moi, j'apprends moi-même. Comme un mentor, j'apprends beaucoup des choses. Et c'est ça, moi, j'ai un motto de moi. Si j'ai pas appris quelque chose de nouveau dans une journée, j'ai perdu une journée. Ça, c'est quelque chose que j'étais enseigné à jeune âge par Andy Selms. Et c'est comme ça que je pratique ma vie. J'apprends toujours des choses. Alors, pas juste le mentorat, mais les stagiaires. Un stage, c'est beaucoup plus important même peut-être qu'une cours. Parce que vous êtes là dans la pratique. Vous avez de l'expérience, des gens autour de vous. Comment est-ce qu'ils résolvent des problèmes? Comment est-ce qu'ils pensent ensemble? C'est quoi une équipe? Comment ça marche ensemble? C'est quoi le résultat? Et dans toutes les disciplines. Alors, c'est une autre chose. Un gestionnaire devrait connaître toutes les disciplines. Au moins une touche sur toutes les disciplines. Pas juste de la musique ou de la danse, mais aussi de la film, de la télévision, les arts visuels. Le monde des arts, c'est énorme, énorme. Et puis, de faire suivre aussi les ressources, d'être conscient, de faire partie de toutes les conversations, toutes les réunions, toutes les expériences qui sont offertes en conférence, d'échanger les idées et d'écouter qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Pas juste être coincé dans une chambre, diriger votre organisme derrière votre bureau. C'est pas la même chose. Il faut être conscient de tout ce qui se passe dans le milieu at large. Alors, est-ce que tu penses qu'on a fait pas mal un bon tour des défis qui nous attendent là, dans les universités et les collèges? Je pense qu'on a commencé la première ligne. Ah, d'accord. Ça va évoluer tout le temps, ça c'est sûr, c'est garanti. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, André? Non, je pense que c'est vraiment les défis principaux dont on a parlé. Je pense qu'on a bien couvert le sujet. Alors, je vous remercie, André, de tout cœur. Ça fait un grand plaisir de parler avec toi. Et je pense que s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les adresser aux Arts Consultants sur notre site web. Et on va diriger, André est sur le site web comme membre du ACCA, moi aussi. Alors, nos courriels sont là. Vous pouvez envoyer des demandes, des questions, si vous avez encore des questions. Ce sera un grand plaisir de vous répondre. Merci de tout cœur, André. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Okay, bye bye. Et c'est ainsi que se termine notre 5e épisode de Au Micro, une balado de consultants canadiens en art. Pour obtenir des renseignements sur l'association et ses membres, veuillez consulter notre site web à l'adresse artconsultant.ca. Pour nous faire part de vos commentaires ou de vos questions sur tout ce que vous entendez dans cette série de balados, veuillez nous envoyer un courriel à podcast@artconsultant.ca. Merci beaucoup de vous joindre à nous chez Au Micro. N'oubliez pas de vous abonner à cette balado chez Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou partout où vous trouvez vos podcasts préférés. Jusqu'à la prochaine fois et encore merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.